Bien, bonjour à tous. Alors, je vais donc aujourd'hui poursuivre le cours commencé la semaine dernière et je vais ainsi poursuivre cette introduction progressive vers la compréhension d'une certaine conception du sens et de la signification. J'avais commencé la semaine dernière donc, et je fais ici quelques petits rappels, à vous expliquer que une façon, disons, intéressante, commode d'aborder la question du sens, c'était d'effectuer un déplacement du sens ou de la signification vers la compréhension. Autrement dit, c'était la formule que j'avais utilisée, comprendre, enfin, ou plutôt, le sens, c'est ce que je comprends quand je comprends, ce que je ne comprends pas quand je ne comprends pas. Autrement dit, donc, on déplace la question du sens et de la signification vers la question de la compréhension, avec cette idée que lorsqu'on parle de sens ou de signification, on parle de quelque chose qui est au fond très abstrait, insaisissable. Il est difficile peut-être de s'entendre sur ce que cela signifie, on y reviendra bien sûr, alors que comprendre ou ne pas comprendre, ou mal comprendre, ou à peu près comprendre, etc., ça correspond à une expérience que chacun peut vivre, hein, et qui correspond bien sûr à une expérience fondamentale au sujet du langage, mais on l'a vu, je n'y reviendrai pas cette semaine puisqu'on l'a vu la semaine dernière, disons comme une sorte d'excursus par rapport au cœur de ce cours, cette question du sens ou de la signification intervient également bien sûr au-delà de la question du langage, de la question linguistique. Bon, cela dit, et c'est pour cette raison que j'ai insisté là-dessus la semaine dernière, je pense qu'il ne faut pas séparer complètement, tout au moins dans une première approche générale, la question du sens linguistique de la question du sens ou de la signification en général, dans la vie humaine. On a tendance très souvent en linguistique à s'enfermer dans des concepts qui ont été fabriqués par et pour les linguistes et à ne pas se poser la question de savoir à quoi sert ce qu'on est en train de faire, hein. Donc c'est pour ça que j'insiste toujours sur cette idée que ce que l'on travaille en linguistique, ça ne sert pas seulement à faire des études techniques de linguistique, hein, ça sert aussi à bien d'autres choses. Bien que ce ne soit pas mon rôle là d'insister longuement là-dessus et de donner la liste des choses à quoi ça peut servir. Mais vous verrez petit à petit quelques exemples. Bon. Donc la question du sens, c'est pas seulement un problème qui appartient à un sous-domaine de la linguistique qui s'appelle la sémantique, hein. La question du sens, c'est une question humaine fondamentale, en général, hein. C'est une question humaine fondamentale de savoir si telle ou telle parole, tel ou tel événement a un sens ou pas. Bien. Alors, on a vu également la semaine dernière que ces catégories de sens et de signification, si on essaie de les appliquer à n'importe quoi, eh bien, ça ne marche pas toujours, hein. Il y a des êtres, des objets, des situations dans lesquelles le concept de sens ou le concept de signification ne s'applique pas. La question n'est même pas de savoir si la chose a du sens ou n'en a pas, c'est que la question de savoir si elle a du sens ou si elle n'en a pas ne se pose même pas. Alors, on a vu notamment que le plus souvent, il faut un contexte et une intention pour qu'on puisse parler de signification. Nous avons vu également, mais nous aurons l'occasion d'y revenir, que la question de la vérité ou du rapport du langage à la réalité, ou tout au moins du rapport du signe à la réalité, joue aussi un rôle important dans certains cas. Alors plus classiquement, j'avais terminé là-dessus, au plan linguistique, il existe différents niveaux de manifestation du sens, hein, qui sont traditionnellement étudiés dans les manuels de sémantique, hein, le sens du mot, qui peut être un sens lexical ou un sens grammatical, selon qu'on a affaire à un mot lexical ou à un mot grammatical, le sens des phrases, des discours oraux ou des textes. Bon, on peut parler aussi de texte oral ou écrit, bref, les notions de discours et de texte sont parfois un peu interchangeables, ça n'a pas beaucoup d'importance pour notre propos.
Il y a bien sûr des stratégies ascendantes et descendantes au sujet du sens, et c'est encore un point qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire que je peux m'interroger sur le sens, par exemple, d'un texte à partir du sens des mots, hein, et donc aller dans une démarche qui va de la plus petite unité vers la plus grande unité, mais je peux aussi partir dans le sens inverse, c'est-à-dire percevoir un sens global à une grande unité et aller décomposer ce sens pour aller vers les plus petites unités. Alors, au stade où nous en sommes, je vais poser la question suivante pour bien insister clairement sur ce point. Pourquoi on s'intéresse au problème du sens ou au problème de la signification ? Dire qu'on s'intéresse à cela parce que ça fait partie du programme de linguistique et que ça fait partie du champ de la linguistique, c'est une réponse bien sûr, hein, mais ça n'est pas une réponse tout à fait suffisante à mon avis. Cette question, à partir du moment où on a déplacé le problème du sens vers celui de la compréhension, cette question devient à quoi ça sert de s'interroger sur le fait de comprendre ou de ne pas comprendre quelque chose. Alors, je note au passage, j'aurai l'occasion d'y revenir ponctuellement, que le fait de se focaliser sur la compréhension, vous comprenez bien, donne en première apparence l'impression qu'on se limite uniquement à l'aspect réception du langage. Hein. Comprendre, c'est recevoir un message. Et donc, on ne s'intéresse pas à la dimension de l'émission du message, c'est-à-dire au sens qu'on produit. D'accord ? Il y a bien sûr le sens qu'on comprend et le sens qu'on produit. Alors, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais disons, pour simplifier pour l'instant, que le fait de prendre comme point de départ la compréhension repose sur l'idée que de toute façon, un sens produit, il est produit pour que quelqu'un le comprenne. Donc à un moment donné, de toute façon, la question de la compréhension intervient. Mais du point de vue des opérations, disons, mentales, ce sont quand même deux problèmes assez différents, celui de la production ou celui de la compréhension. Bon, je ferme cette parenthèse. Alors, cette question n'est pas triviale. Vous allez me dire, oui, bien sûr, c'est important de s'interroger sur le fait de savoir ce que ça veut dire comprendre, ne pas comprendre. Bon, nous sommes d'accord, je ne vais pas revenir sur la problématique générale de la compréhension. Il est vrai que, de toute façon, l'être humain, en général, cherche à comprendre ce qui lui arrive, et d'ailleurs, il a plutôt tendance à surcomprendre qu'à sous-comprendre, très souvent. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Simplement, cette question n'est pas aussi triviale qu'elle paraît parce que dans certaines écoles linguistiques, on a considéré que ce problème n'était pas un problème de linguiste et que, au fond, la question du sens, le champ de la sémantique, était tout à fait secondaire, notamment parce que assez difficile à cerner, à modéliser, etc., par rapport notamment à la syntaxe. Hein. Alors, je vise ici, bien sûr, le courant de la théorie de la grammaire générative, les différentes versions des modèles chomskiens, qui, effectivement, ont accordé, au moins au départ, hein, une importance tout à fait secondaire à la question de la sémantique. Et ça n'est qu'assez récemment, au fond, qu'on s'est rendu compte qu'il était possible quand même d'analyser le sens d'une manière assez rigoureuse, rationnelle, je ne dirais pas forcément jusqu'à dire scientifique, mais tout au moins d'une manière qui soit suffisamment rationnelle pour être partagée, enseignée, etc. etc. Bon. Alors, à partir du moment donc où on s'intéresse à cette question de la compréhension, on va donc aujourd'hui essayer de regarder un petit peu plus près les questions de compréhension aux différents niveaux, aux différents paliers du mot, de la phrase, du texte. Et comme je vous l'avais dit la semaine dernière,
l'intérêt de la compréhension réside surtout dans les situations où on ne comprend pas. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose, un processus bloqué. Et donc, souvent, c'est là qu'on comprend le cœur du phénomène. C'est-à-dire que lorsqu'on comprend sans problème, en général, on ne voit rien, on ne se pose pas de questions, etc. C'est plutôt lorsque il y a un blocage de la compréhension que tout d'un coup, on se rend compte que certaines choses qu'on pouvait tenir pour évidentes ne le sont pas autant qu'on pouvait le croire. Alors donc, je vais essayer de vous montrer, à partir d'une série d'exemples, différentes situations dans lesquelles on ne comprend pas, alors soit un mot lexical, soit un mot grammatical, soit une phrase, soit un discours ou un texte. Alors, première situation, premier exemple, je prends un mot que certains d'entre vous, sans doute, ne connaissent pas. Eo tonti morumenos. Alors, qui parmi vous connaît la signification de ce mot? Alors, vous ne dites rien pour l'instant. Aucun d'entre vous n'a la moindre idée de ce que ce mot pourrait signifier. Alors, comment fait-on lorsqu'on est dans une situation comme celle-ci? Lorsque on a affaire, bon, quelle que soit la situation, à un mot qu'on ne comprend pas. Alors, il y a quelques années, vous m'auriez dit, bon, je vais chercher dans un dictionnaire. Aujourd'hui, vous tapez sur Google et vous tombez sur ça. Généralement, les premières pages qui apparaissent à partir du moteur recherche Google sont des pages Wikipédia. Et voici ce que vous donne Wikipédia sur Eo tonti morumenos. D'ailleurs, c'est Léo tonti morumenos, ébauche concernant la poésie. Donc, Léo tonti morumenos est un poème de la partie Spleen et idéal des fleurs du mal de Charles Baudelaire. Le titre grec, qui signifie littéralement bourreau de soi-même, reprend le titre d'une pièce du dramaturge latin Terence. Ce poème reflète un sentiment de solitude de l'auteur. Léo Ferré a mis en musique ce poème et l'a enregistré à titre de maquette en 1977, sans jamais l'officialiser de son vivant. La chanson a été créée au disque par Jean-Louis Murat en 2007 sur l'album Charles et Léo. La version de Ferré a finalement été publiée avec 20 autres poésies de Baudelaire dans l'album posthume intitulé Les Fleurs du Mal, suite et fin. 2008, Diamanda Galas en a également donné son interprétation dans son album Saint of the Pit. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce que signifie Eo tonti morumenos à partir de ce texte de Wikipédia? Oui. Alors, l'étymologie, le titre grec qui signifie littéralement bourreau de soi-même, vous devinez que c'est l'étymologie, ça n'est pas vraiment dit comme cela. On a quand même l'étymologie, c'est vrai, Eo tonti morumenos. On sait que c'est le titre d'un poème, est un poème, c'est le titre d'un poème, qui vient des Fleurs du Mal, et que ce poème reprend un titre d'une pièce de théâtre d'un dramaturge latin. Bien. Et puis, vous voyez qu'on a 4 lignes, enfin on a 2 lignes et quelques pour définir ça, et puis 4 lignes sur les mises en chanson de ce poème. Alors, on pourrait discuter de la hiérarchisation de l'information, et est-ce que c'est important de savoir ça? Bon, tout dépend comment vous tombez sur ce mot. Après tout, vous pouvez tomber sur ce mot parce que vous avez vu qu'il y a une chanson de Léo Ferré qui s'appelle Eo tonti morumenos. Bon, et puis grâce à cet article, vous découvrez qu'effectivement... mais d'un point de vue, disons, simplement culturel, il est évident que les informations sur Léo Ferré, Jean-Louis Murat, etc., sont quand même relativement secondaires par rapport au poème de Baudelaire et au dramaturge latin. Bien, sur le poème de Baudelaire, on apprend, ce poème reflète un sentiment de solitude de l'auteur. Bon, on verra. Voilà le texte alors de Léon tonti morumenos.
Il y a une dédicace qui est un peu mystérieuse, on ne sait pas trop à qui ce poème est dédicacé, il y a toutes sortes de débats, des baudelairiens ou des baudelaristes, enfin il y a eu une époque, peut-être que le problème est aujourd'hui résolu, je ne suis pas assez au fait de la question pour le savoir, mais enfin à JFG, pour l'instant je m'abstiendrai, enfin en tout cas je m'abstiendrai de faire une hypothèse sur cela, et de toute façon ça n'a pas d'importance pour nous. Alors bon, on peut jeter un coup d'œil sur ce texte, hein. Je te frapperai sans colère et sans haine comme un boucher, comme Moïse le rocher, et je ferai de ta paupière pour abreuver mon Sahara, jaillir les eaux de la souffrance. Mon désir gonflé d'espérance sur tes pleurs salées nagera, comme un vaisseau qui prend le large, et dans mon cœur qu'ils saouleront, tes chers sanglots retentiront comme un tambour qui bat la charge. Ne suis-je pas un faux accord dans la divine symphonie grâce à la vorace ironie qui me secoue et qui me mord? Elle est dans ma voix, la criarde, c'est tout mon sang ce poison noir. Je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde. Je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue et la victime et le bourreau. Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés, au rire éternel condamnés et qui ne peuvent plus sourire. Bien, alors, sans entrer, parce que là aussi, ça nous sortirait de l'objet du cours, dans le détail de l'analyse du texte, et puis de toute façon j'y reviendrai tout à l'heure, vous pouvez voir que la caractérisation de Wikipédia disant que ce poème reflète un sentiment de solitude est tout de même extrêmement insuffisante. Hein. Il y a beaucoup d'autres choses que simplement le sentiment de solitude, et surtout il y a cette espèce de réversibilité, bon, je te frapperai, etc., avec une co-référence du je et du te, qui n'est pas forcément évidente ici, mais qui, bien sûr, compte tenu du titre, l'est. Bien. Donc, Léo ton Timorouménos, c'est un poème de Baudelaire, et c'est aussi une comédie de Terence qui a été jouée en 1963, qui elle-même était reprise de Ménandre. Hein, et donc, cette histoire, sans entrer dans le détail, mais ça donne un peu de contenu à ce qu'est Léo ton Timorouménos, c'est l'histoire d'un père qui agit mal à l'égard de son fils et qui se repent de sa cruauté, de son attitude à l'égard de son fils et qui va travailler la terre, etc. Enfin bref. Bon, donc c'est effectivement un père qui se punit lui-même par rapport à la façon dont il a agi à l'égard de son fils. Bien, alors maintenant, vous avez une idée du sens de ce mot, hein, Éonton Timorouménos. Vous savez que Éonton Timorouménos, c'est le nom, le titre d'un poème de Baudelaire. Vous savez d'où ça vient. Bon, le poème de Baudelaire, il faudrait le travailler un petit peu pour avoir une sorte de contenu à ce mot Éonton Timorouménos. Parce que c'est une chose de savoir que c'est le titre d'un poème de Baudelaire, et c'est une autre chose, mais qui n'est pas de notre objet pour l'instant, puisque là on est au niveau du sens lexical, du sens du mot, de savoir ce que signifie ce texte qui porte ce titre. Bien, passons à un deuxième exemple, plus classique, le mot agrammatisme. Enfin, deuxième exemple du même genre, hein, c'est pour cela que je l'ai numéroté 1 bis. Alors, qui sait ce que signifie le mot agrammatisme? Bah, vous savez plein de choses. Oui, vous avez une idée? Vous diriez quoi? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en agrammatisme, mais agrammatical, c'est-à-dire une phrase qui n'a pas de sens selon les mots ne sont pas placés. D'accord. Ouais, et vous diriez? Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est une sorte de grammatique qui empêche de comprendre le sens de faire de l'ordre dans un mot, en fait. Tout à fait. Vous avez raison. Alors, en réalité, votre analyse est tout à fait intéressante parce que, et ça c'est un point sur lequel on va insister plus tard lorsqu'on fera, disons, lorsqu'on travaillera sur la formation des mots, hein, les questions de préfixation, suffixation, dérivation, composition, etc., etc., sans avoir jamais entendu le mot agrammatisme, vous reconnaissez grammaire, vous connaissez agrammatical, donc vous faites une analogie, hein, fondée sur les similarités entre agrammatical et agrammatisme, et vous comprenez, vous devinez qu'il y a un lien avec quelque chose qu'on pourrait dire comme étant le non-respect de la grammaire. Bon. En quoi vous avez raison, sauf qu'il y a cette dimension de la pathologie, en effet,
qui fait que l'agrammatisme est un des symptômes de certains types d'aphasie. Alors voici par exemple une définition que j'ai empruntée à l'excellent dictionnaire des sciences du langage de mon collègue Franck Neveu, qui est enseignant ici, que vous avez peut-être d'ailleurs déjà eu en cours, qui, je vous le conseille, ce livre il est très utile lorsqu'on fait des études littéraires ou de linguistique. Alors voici la définition: agrammatisme, donc on précise bien qu'il s'agit d'un problème de pathologie du langage, trouble du langage qui se manifeste chez les sujets aphasiques, donc l'aphasie étant un trouble du langage lié à une lésion du système nerveux central, une lésion focale, bref, une lésion dans un endroit très précis du cerveau, dans la structuration syntaxique. L'agrammatisme est caractérisé par la réduction des énoncés à leurs noyaux lexicaux, c'est-à-dire par une tendance à faire disparaître les morphèmes grammaticaux, déterminant préposition, pronom, sujet, etc., au profit des morphèmes lexicaux. Deuxièmement, par une carence des modalités temporelles du verbe, qui produit par exemple un usage abondant des infinitifs et des participes en français, des participes présents en anglais. Roman Jacobson parle à propos de ce type de réduction syntaxique de style télégraphique, dans un texte intitulé « Langage enfantin et aphasie ». L'agrammatisme est un cas particulier de l'aphasie d'expression, également appelée aphasie syntaxique. Alors, c'est plutôt qu'un cas particulier, c'est plutôt un symptôme, si vous voulez. Les aphasies d'expression sont des aphasies qui touchent, disons, la possibilité de s'exprimer. Elles s'opposent à des aphasies plutôt de compréhension, où le patient a des difficultés à comprendre ce qu'on lui dit pour des raisons vraiment neurologiques. Ça correspond grosso modo, les aphasies d'expression sont plutôt ce qu'on appelle traditionnellement les aphasies de Broca, et les aphasies d'expression plutôt les aphasies de Wernicke. Bien, un aphasique qui a un trouble d'agrammatisme, non seulement il s'exprime, comme le dit cet article, en omettant les déterminants, les mots grammaticaux, en mettant les verbes à l'infinitif, mais d'une façon plus spectaculaire, et l'exemple que je vais vous donner est un exemple attesté dans un cas, lorsqu'il lit un agrammatique qui lit, à qui on demande de lire la phrase « l'avion est parti », il lit « avion partir ». Donc, si vous voulez, il y a vraiment quelque chose qui est un vrai problème de structuration syntaxique. Enfin bref, voilà. Donc, je ne veux pas entrer dans le détail, ce n'est pas l'objet. Simplement, ici, je pris cet exemple pour vous montrer que, à la différence du cas précédent, dans le cas d'un vocabulaire technique, ici on a affaire au vocabulaire des pathologies du langage, qu'on peut considérer comme un sous-vocabulaire de la linguistique, à supposer que la neurolinguistique soit considérée comme une partie de la linguistique. Dans le cas d'un vocabulaire technique, les problèmes sont relativement simples. On a une définition très claire, et à la limite c'est plus facile de comprendre ce que c'est que l'agrammatisme que d'avoir une idée de ce que c'est que l'éotontimorumènos. Au fond, ce qui est très technique, c'est très souvent ce qui est le plus simple à comprendre, parce que les choses sont très bien calibrées et définies. Alors, j'ai pris cet exemple également pour vous dire tout simplement que très souvent, lorsque vous apprenez quelque chose en cours, à l'université, eh bien, une bonne partie de ce que vous apprenez, ce sont des termes techniques au fond. Vous apprenez des méthodes, mais vous apprenez aussi beaucoup du vocabulaire technique. Une partie de l'enseignement de la linguistique, ça consiste à expliquer ce que c'est qu'un morphème, un phonème, une dérivation, un propre, etc. Enfin, etc., etc. Vous voyez, la question de la définition du sens des mots techniques, c'est vraiment une question qui a à voir avec la pédagogie des disciplines. Troisième exemple. Enfin, c'est le deuxième dans ma numérotation, puisque les deux premiers étaient du même ordre. Alors, c'est un exemple que j'ai pris un peu au hasard sur un site internet d'une certaine Camille Ansaume, qui publie sur internet une lettre où elle dit la chose suivante. « Papa, maman, je vous entends souvent dire que vous êtes fiers de vos enfants. Je ne comprends pas ce mot. » Alors, vous voyez, là, on est vraiment dans une situation où explicitement quelqu'un dit qu'elle ne comprend pas. « Ma fille, par exemple, je la trouve fabuleuse. J'aime ce qu'elle est et ce vers quoi elle tend. Mais dans le mot de fierté, il y a quelque chose qui m'échappe. J'aime le Nutella, la mer, la lune et ma fille. Mais je ne suis pas fier du Nutella, pas fier de la mer, pas fier de la lune et pas fier de ma fille.
parce que je ne suis pour rien dans le miracle de la mère, ni dans celui de ma fille. Admirative, subjuguée, bouleversée, oui, mais pas fière. Bon. Alors, vous voyez bien que dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'elle ne comprend pas, cette personne? Quand elle dit « je ne comprends pas », ce mot. Vous dites que vous êtes fier de vos enfants, je ne comprends pas ce mot. Qu'est-ce qu'elle dit? Attendez, pardon, dites Madame Vieille après. Oui, c'est ce que vous alliez dire. Oui, vous avez tout à fait raison. Ici, ça n'est pas tant le sens du mot dont il est question, c'est l'emploi qui en est fait par, en l'occurrence ici, les parents. Bon, alors la distinction est assez claire. Hein. Cette personne, elle n'est pas allée dans le dictionnaire quand elle dit « je ne comprends pas ce mot », elle n'est pas allée dans le dictionnaire voir ce que signifie fierté pour... bon. Cela dit, elle aurait pu, parce qu'elle aurait pu dire « ah tiens, mes parents emploient ce mot dans ce sens, je vais aller voir dans un dictionnaire si ce sens est attesté pour ce mot ». Bien, parce qu'au fond, les dictionnaires donnent aussi les sens des mots lexicaux dans certains contextes. Bon, donc, vous voyez qu'on distingue spontanément, très clairement, la question du sens d'un mot et la question de l'emploi dans un certain contexte d'un mot, mais bien entendu, ces deux choses sont liées. Hein. Pour être capable d'employer un mot correctement, il faut être capable non seulement de connaître son sens, mais aussi de savoir dans quel contexte il est bon de l'employer et dans quel contexte on ne peut pas l'employer. Vous savez que c'est un problème très classique dans l'apprentissage des langues étrangères. Hein. On comprend le sens d'un mot, mais bon, voilà, on l'utilise d'une façon qui est, par exemple, je sais pas, en anglais, les anglophones n'utilisent jamais ce mot dans telle ou telle expression ou dans tel ou tel contexte. Bref. Donc, on est dans un cas tout à fait différent des précédents qui a plutôt à voir avec la question de l'emploi. Un cas encore différent, qui est donc un échange de SMS. Je n'arrive plus à enfoncer la prise du chargeur dans le téléphone. La personne répond « tu as essayé de la changer de sens ». Alors, je n'ai pas précisé que c'est un contexte, c'est une mère qui envoie des SMS à son fils ou à sa fille. Donc j'arrive pas à enfoncer la prise du chargeur dans le téléphone. Tu as essayé de la changer de sens. Alors elle répond c'est bon. Tu avais raison. Il suffisait de tourner la prise. C'était tout bête. Il répond MDR. Réponse maison de retraite. Non, mort de rire. Alors bon, qu'est-ce qui m'intéresse ici? Alors ce qui m'intéresse, c'est que, alors évidemment c'est une blague. Hein, c'est sans doute une blague construite, pas forcément attestée, mais peu importe. Ce qui est intéressant ici, c'est que si on suppose que l'émetteur de la question soit une personne qui n'est pas très au fait, disons, des usages des acronymes dans les textos, dans les écritures de forums, etc., on peut deviner que MDR, elle ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. Hein. Il y a un code pour dire que ça veut dire mort de rire, bon... lol, etc. Bref. Donc ici, elle va l'interpréter quand même. Et comme c'est une personne, admettons, plus âgée, elle interprète maison de retraite en disant, bah voilà, je suis trop vieille pour comprendre, donc il se moque de moi en me disant que je suis bonne pour la maison de retraite. Donc cette ambiguïté sur MDR qui est exploitée ici, qui est construite, qui est très artificielle, hein, faudrait vraiment, c'est trop beau pour être vrai cet exemple, hein, vous comprenez. Mais c'est simplement pour montrer qu'une expression comme MDR, et il y en a d'autres sans doute beaucoup plus rares, enfin beaucoup moins fréquentes que MDR, c'est un mot. Hein. Enfin, c'est un mot, c'est une expression, mais puisque ça veut dire mort de rire, c'est pas seulement un mot, mais on peut le considérer là, MDR, ça apparaît comme un mot, ça se traduit, ça se lit comme une expression, puisque c'est donc une série d'initiales. Mais ça suppose d'être connu dans une certaine communauté. Donc cet exemple, il m'intéresse parce qu'il montre que la connaissance, les problèmes de connaissance des mots, de compréhension des mots, viennent parfois
des jargons sociaux, d'un problème de jargons sociaux qui ne sont pas partagés, ou d'argot si vous voulez. Hein, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension sociale du sens qui fait que si je n'appartiens pas à un certain groupe social, je serais peut-être bloqué dans ma compréhension pour un mot qui n'est pas forcément dans les dictionnaires ou dans les répertoires lexicaux usuels. Quatrième exemple. Alors, là, je l'ai pris dans un forum, et c'est un échange entre des élèves. Alors, un qui s'appelle Apathy, l'autre Muriel. Et Apathy donne un sujet de dissertation. Pensez-vous, comme du Bellay, que la poésie consiste à chanter son mal pour l'enchanter? Alors, elle dit la chose suivante, oui, il ou elle dit la chose suivante. Bonjour à tous, je dois faire une dissertation sur la question suivante. Pensez-vous comme du Bellay que le poète qui chante son mal l'enchante, mais je ne comprends pas ce que veut dire chanter son mal. Merci pour vos suggestions. Alors, on est bien clairement dans une situation de non-compréhension. C'est bien sûr ici, ça n'est pas seulement un mot, mais c'est quand même le verbe chanter qui est en jeu ici. C'est que veut dire chanter dans chanter son mal. Donc, même si la question au sujet de la compréhension se présente sous la forme d'un syntagme, c'est tout de même le verbe chanter qui est ici en jeu, et le fait de savoir qu'est-ce que ça peut vouloir dire, parce qu'on peut chanter une chanson, etc., mais chanter son mal. Bon. Alors, réponse de Muriel, bonsoir Apathy, en prose on dit son mal, en poésie on chante son mal. Le langage poétique a des sonorités, des rythmes, de la musique. Fais très attention à ton sujet, l'enchantement porte sur le poète ou sur le mal? Alors, deuxième question de compréhension ici, qui est d'un autre ordre. Tout d'abord, merci pour ta réponse, Muriel, et l'enchantement porte sur le mal. Bon, alors pourquoi elle pose cette question? Parce que, pensez-vous comme du Bellay que la poésie consiste à chanter son mal pour l'enchanter? Donc pour enchanter, la source du pronom anaphorique le, ici, pourrait très bien être la poésie ou son mal. Et la réponse vient de ce quatrain de du Bellay. Je ne chante ma nie, je ne pleure mes ennuis, ou pour le dire mieux, en pleurant, je les chante, si bien qu'en les chantant, souvent je les enchante. Bon. Donc on voit bien ici, en pleurant, je les chante, qu'il s'agit de mes ennuis. Donc c'est bien, en les chantant, bien souvent, je les enchante. Il est clair, à partir du texte donc, et Apathy a raison, la question de l'enchantement porte bien sur le mal. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit, cet exemple? Si on avait demandé à la personne qui se surnomme, ou qui se nomme ici Apathy, est-ce que tu sais ce que signifie chanter? Est-ce que tu connais le sens du mot chanter? Elle aurait sans doute répondu oui. Bien sûr, je sais ce que ça veut dire chanter. Mais lorsqu'elle lit ce verbe dans un certain contexte, chanter son mal, elle ne trouve pas le sens du mot. Elle aurait pu, je veux dire, elle est peut-être pas très maligne, parce que quand même, là, c'était pas d'une grande difficulté, me semble-t-il, chanter son mal. Même si on l'a jamais entendu, on peut deviner quand même, je pense. Bon. Mais quand même, il est vrai que dans cette construction, chanter n'a pas son sens habituel, puisque le poète, il ne chante pas au sens émettre de la musique vocale, etc. etc. Bon. Il écrit, et parce que la poésie, comme le dit très bien Muriel, a des rythmes, des sonorités, on peut parler de chant au sujet de la poésie. Bien. D'ailleurs, on voit bien que la réponse qui est proposée lui convient très bien. Okay, elle a compris pourquoi chante son mal. Cela permet donc de résoudre le problème de la compréhension. Donc vous voyez que ici, l'explication repose sur un parallélisme. Au préalable, on avait des équivalences sémantiques. Par exemple, dans le cas de l'agrammatisme, vous avez agrammatisme, et puis
un texte qui est censé être un équivalent de ce qu'est l'agrammatisme. Hein. Trouble du langage qui se manifeste chez les sujets aphasiques. Donc, si vous voulez, le mot agrammatisme est équivalent à la phrase trouble du langage, etc. Bon, donc il y a un système d'équivalence. Ici, c'est par une sorte de parallélisme entre prose et poésie que Muriel parvient à expliquer le sens de chanter son mal. Bon. Donc ici, on constate avec cet exemple que le sens de certaines combinatoires des mots peut poser problème, hein, et que, du coup, encore une fois, là, il s'agit d'un emploi, mais d'une façon un peu différente, puisque là, c'est vraiment de la co-occurrence, hein, à la différence du cas précédent du mot fierté. Et donc que la connaissance et la maîtrise du sens d'un mot, c'est aussi la connaissance et la maîtrise des co-occurrences possibles du mot. Oui ? Finalement, on se retrouve un petit peu dans le même problème qu'avec le signe linguistique, qu'avec le signe comme le panneau. C'est-à-dire que selon le contexte, on peut comprendre ou ne pas comprendre un certain signe linguistique, donc ici le verbe chanter, mais ça peut venir aussi du fait qu'on n'est pas dans le bon cadre, c'est-à-dire que par exemple on n'est pas, pour agrammatisme par exemple, si on n'est pas dans le cercle un petit peu linguistique, c'est des mots qui peuvent nous être étrangers tout simplement parce que c'est des mots spécialisés, comme le panneau en soi peut venir du fait qu'on n'est pas dans qu'on n'a jamais appris le code de la route, ce genre de choses par exemple, et donc on se retrouve un petit peu dans les mêmes problématiques de contextualisation du signe linguistique que dans le signe en général. Oui, alors, si je comprends bien votre remarque, on avait vu, vous prenez l'exemple du panneau, parce qu'on avait vu que dans certains contextes, le panneau ne peut plus signifier, etc. Voilà, ce que vous dites donne l'impression que ici, on aurait une sorte d'emploi atypique du mot. C'est ce que vous voulez dire, hein. Alors, c'est une question, hein, c'est vraiment une question qui partage d'ailleurs les linguistes. Hein, est-ce qu'on doit analyser chanter son mal à partir d'un sens de base typique ou prototypique du verbe chanter, qui est chanter au sens où, je sais pas, Céline Dion chante, pas forcément bien, mais bon, passons. Donc ça, ce serait le sens prototypique, et chanter son mal, ce serait un sens un peu marginal. Ça, c'est une certaine vision, une certaine analyse du sens. Et puis, il y a d'autres analyses qui vont considérer que le sens de chanter, c'est l'espèce de sens qui a commun, un sens très abstrait, commun à tous les emplois possibles du verbe chanter. Mais je reviendrai plus techniquement sur cette question lorsqu'on parlera de polysémie. Bien, alors, et là, la deuxième question, donc là, chanter son mal, c'est un problème de co-occurrence, de savoir, bon, voilà, quand chanter a tel ou tel complément, il a un sens qui est un peu dérivé par rapport à son sens de base, admettons cette description pour l'instant, et ça peut éventuellement poser un problème de compréhension, qui, en soi, peut être résolu, hein, encore une fois. Si vous n'avez jamais vu Eo ton Timorouménos, c'est impossible de deviner ce que ça veut dire, sauf si vous connaissez le grec, bien sûr. Hein. Mais agrammatisme, on a vu qu'on peut deviner. En revanche, ici, chanter son mal, on peut deviner, hein, quand même. On peut élargir le sens de chanter en fonction du complément. Et on le fait très souvent, à partir de modèles un peu généraux. Bien, pour l'autre question, l'enchantement porte sur le poète ou le mal, qui pose un problème de compréhension de l'enchanté. Eh bien, ici, vous voyez, là, la question, c'est sur la source de l'anaphore, la source du pronom. Hein. Et là, du coup, c'est vraiment un problème syntaxique. C'est un problème de sémantique grammaticale, disons. Puisque c'est un problème qui concerne le sens du pronom. Donc, c'est de la sémantique grammaticale. Le pronom étant un mot grammatical. Alors, cet exemple, je voudrais le commenter encore sur un point qui est mes ennuis.
Je ne chante ma nie, je ne pleure mes ennuis, ou pour le dire mieux, en pleurant je les chante, etc. Ici, ennui, attention, n'a pas le sens du tout contemporain. Il a un sens complètement différent, qui est le sens classique de ennui. Alors, je vous le donne ici en prenant le cas du TLFI. Ennui, donc, dans un sens vieilli ou régional, s'oppose donc au sens moderne auquel vous pensez immédiatement pour ennui, sentiment de lassitude, éprouver de l'ennui, je m'ennuie, etc., ou sentiment de désagrément, de contrariété, j'ai quelques ennuis, etc. Mais dans les textes de Racine, ou dans ce texte-là du XVIe, l'ennui, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Abattement causé par une grave peine, une profonde douleur, il est tombé dans un ennui, une faiblesse qui ont donné frayeur pour sa vie, nostalgie, regret de quelqu'un ou quelque chose, mal du pays, que l'ennui de toi me prenne, il avait l'ennui, il pleurait tout le temps, et vous voyez par exemple Racine, dans l'Orient désert, qu'elle devint mon ennui. Bien, un autre exemple ici, tiré de Proust. Vous voyez qu'ici, il y a le problème de la compréhension du sens du mot vient d'un problème historique, diachronique. Le mot « ennui », dans ce texte de Du Bellay, n'a pas du tout le sens qu'a ennui aujourd'hui en général. De même, dans Racine. Si vous lisez Racine et que vous interprétez « ennui » au sens contemporain du terme, vous ratez, vous mésinterprétez, vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Et ce sens de ennui vient tout simplement, ce sens très fort de ennui, se repère très facilement par l'étymologie. Bas latin in odiare, in odio esse. Il y a odium, il y a la haine, il y a quelque chose de très fort dans l'ennui au sens classique du terme. Bon, donc ça c'est aussi un problème de compréhension, le fait que les mots ont une histoire, que dans des textes anciens, on peut... alors c'est facile quand le mot n'existe plus en français moderne et qu'on est obligé de vérifier, mais quand c'est un mot qui existe encore mais avec un sens complètement différent, là, les possibilités de mésinterprétation, de mauvaise interprétation, sont tout de même grandes. Bien, alors, si vous voulez bien, on va faire une petite pause de 10 minutes jusqu'à midi, et puis on reprendra après. Bien, alors reprenons. Je vais reprendre avec donc un autre exemple d'un type assez différent. Alors, voici l'exemple. Au lieu de te gratter la tête, Didi, passe-moi la pince Becquerot. Bon. Alors, où est la pince Becquerot? Vous allez à l'atelier et vous voyez toute cette série d'outils. Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous diriez en bas à gauche? C'est-à-dire là? Là, c'est ça? Est-ce que quelqu'un a une autre hypothèse? Bon, alors, imaginez que face à Didi, vous ne vouliez pas avoir l'air stupide et que vous regardez dans votre téléphone, vous tapez pince Becquerot, vous allez tomber sur une chose comme ça. La pince Becquerot est un outil à main, c'est une pince qui permet de saisir ou de maintenir des objets de taille différente. Elle est munie d'une articulation réglable qui permet d'agrandir l'écartement des mâchoires. En Bretagne, parfois dénommée sauterelle, probablement en raison de sa forme. Bon. Alors, si vous acceptez cette définition, qu'est-ce qui, parmi ces images d'outils, entre dans la définition? Bon, la sauterelle, là, ça nous aide pas beaucoup, mais à partir de muni d'une articulation réglable qui permet d'agrandir l'écartement des mâchoires, ça donne au moins 3 hypothèses. Il y a 3 types de pinces qui permettent d'élargir ou de changer l'écartement des mâchoires. Oui, peut-être. Alors, j'ai un peu triché tout à l'heure, la définition de Wikipédia
dit la pince multiprise, ou pince multiple, également appelée pince Becquerel. Hein. Ça aide, ça, multiprise. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une pince Becquerel? C'est une pince multiprise. Bon, ça aide, encore faut-il interpréter correctement multiprise. Bien. Mais du coup, vous voyez que cette définition, elle est insuffisante, puisque il y a trois outils assez différents et qui n'ont pas le même usage, hein, qui tombent sous cette définition. Alors voilà, une pince Becquerel, c'est ça. Et donc, ça correspondait bien, comme vous l'aviez dit, à la pince en bas à gauche. Ce que je veux vous montrer avec cet exemple, c'est que dans certains cas, on résout le problème de la définition d'un mot plus facilement avec une image qu'avec d'autres mots. Il est clair que si on veut imaginer une sorte de dictionnaire qui soit vraiment, qui rende des services immédiats et qui soit directement exploitable pour résoudre des problèmes de compréhension, à pince Becquerel, il vaut mieux une image qui indique la catégorie de pince. Alors vous voyez que bien que cette image soit en elle-même assez différente, c'est pas la même couleur, pas tout à fait la même forme, on reconnaît bien qu'elle correspond à cette catégorie-là plutôt qu'à celle-là. Et ça, comment ça s'appelle ces clés-là? Des clés anglaises, non? Il me semble. Hein, bref. Donc dans certains cas, une image définit mieux le sens d'un mot que d'autres mots. Donc une image, ça va être quoi cette image? Cette image, elle montre un exemplaire de la catégorie désignée par le mot. Ou par, là c'est Becquerel, bon, pince Becquerel, peu importe, on peut considérer que c'est une sorte de lexie, de mots composés. Hein. On ne montre pas la catégorie, puisque la catégorie c'est quelque chose d'un peu abstrait, on ne peut pas voir, mais on montre un exemplaire de la catégorie qui permet, par similarité, de pouvoir placer n'importe quel objet ressemblant dans la même catégorie. Bien. Cette notion d'occurrence et de catégorie, retenez-la bien parce qu'elle va être très importante par la suite. Alors, sixième exemple, dans l'autre sens maintenant. Vous voyez quelque chose et vous n'avez... Est-ce que vous avez le nom pour dire? Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Est-ce que quelqu'un sait? Non? Il n'y a pas de Canadiens dans la salle? C'est plus courant au Canada qu'en France. Alors, je vais vous dire ce dont il s'agit. Ce sont des fiddleheads. Ah, ben vous en savez des choses maintenant. Est-ce que ça vous sert à quelque chose? Est-ce que vous en savez beaucoup plus maintenant que vous savez que ça s'appelle fiddleheads? Ben non. C'est pas parce qu'on a un mot associé à une chose qu'on comprend ce mot d'une certaine façon. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi on reste aussi ignorant qu'au début, à part qu'on a un nom pour cette chose? Ben, oui, mais encore, l'interprétation, le texte, qu'est-ce qui manque pour avoir une idée plus précise? Alors, oui? D'accord, alors je vais vous le mettre en français. En français, ça s'appelle des têtes de violon. Ça, vous pouvez le rapprocher d'autre chose. Ça décrit plutôt que... Ouais, ça décrit, hein, puisque là, cette forme-là, arrondie, ça rappelle la crosse des violons. D'accord? Donc c'est une dénomination, on le voit, tête de violon, qui est une dénomination fondée sur la similarité de forme entre une partie du violon et cet objet. Mais ce qui manque, c'est que ces trucs, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas ce qu'on en fait, enfin, vous voyez que connaître le mot pour
désigner une chose, ça nous laisse, comment dire, ça ne nous donne pas accès à une certaine forme de compréhension si on n'a aucune idée quand même de la chose dont il s'agit. Alors, voilà une explication. Les crosses de fougères, appelées têtes de violon, donc ce sont des crosses de fougères, c'est-à-dire des parties de fougères, principalement au Québec, proviennent d'une variété de plantes qu'on appelle fougère à l'autruche. Il s'agit des feuilles de la plante qui, lorsque cueillies au début de leur développement, sont encore enroulées sur elles-mêmes. Avec le temps, les feuilles se déroulent et cessent d'être comestibles. Donc ça veut dire que, alors déjà là, vous faites le rapprochement avec une certaine sorte de fougère, et vous savez que c'est un moment du développement de la plante, et qu'à ce stade du développement, on peut les cuisiner. C'est pour ça d'ailleurs qu'on leur donne un nom, parce que, je veux dire, on ne donne pas forcément un nom particulier à des plantes selon l'état dans lequel elles sont. Là, si on a donné un nom à ces plantes dans un état de développement qui n'est pas le développement complet, c'est parce qu'on les utilise pour quelque chose, en l'occurrence pour les cuisiner. Bien. Donc, vous voyez qu'ici, on touche à la question de l'isolement ou non de la dimension linguistique de la dénomination. C'est-à-dire qu'on a beau, dans certains cas, avoir un mot pour une certaine chose, si on n'a absolument aucune idée de ce qu'est cette chose dans la réalité, le fait de disposer de son nom ne nous est d'aucune utilité, pratiquement. Donc là, retenez bien cela parce qu'il y a un certain nombre de théories linguistiques, de théories du sens, qui considèrent que le sens, c'est juste accoler un nom à une réalité. Bon, on voit bien, là, dans ce genre de situation, que ça n'est pas toujours suffisant. Alors, un septième exemple d'une teneur tout à fait différente. Alors, c'est à propos du mot populisme. Qu'est-ce que ça veut dire populisme ? Il faut ne jamais écouter les médias ou ne jamais lire de journaux, etc., pour ne pas savoir qu'en France, et d'ailleurs dans beaucoup d'endroits du monde, malheureusement, on parle beaucoup de populisme. Mais de quoi s'agit-il ? Alors là, je vous ai pris, mais il y en a des centaines, un exemple tiré d'un article d'un certain Éric Dupin, publié dans Slate, il y a quelques années déjà, mais ça m'a paru intéressant. Le mot populisme, mis à toutes les sauces, perd toute signification et empêche tout diagnostic pertinent, prévient en un tweet le sociologue Edgar Morin. Donc, on ne saurait le contredire, ce terme est devenu dans l'espace public une facilité de langage destinée à disqualifier tous ceux qui ont le malheur de bousculer d'une manière ou d'une autre les convenances établies. Mélenchon-Le Pen, le match des populismes, a même proclamé Le Monde en manchette le 8 février 2012. Les extrêmes supposés-elles ne sont toutefois pas les seuls à provoquer la suspicion du quotidien du soir. Donc ça signifie que Mélenchon-Le Pen sont considérés par l'auteur de cet article comme des extrêmes. Celle-ci s'est même portée sur le président de la République qui a imposé la publication du patrimoine des ministres pour éteindre l'incendie allumé par l'affaire Cahuzac. Pour ceux qui ne savent pas, l'affaire Cahuzac, c'est un ministre qui a menti sur le fait qu'il avait des comptes offshore, etc. Alors, donc, en conséquence de cette affaire, le président de la République a imposé la publication du patrimoine des ministres. Hollande, transparence ou populisme, c'est inquiété ce journal. Donc avec cette idée sous-jacente que exiger des hommes politiques qui publient leur patrimoine, c'est faire œuvre de populisme, c'est un acte qui entre dans la catégorie de populisme parce que on répondrait à une aspiration du peuple. Bon. Fort maladroits sont les locuteurs qui jettent à la figure de leurs adversaires l'épithète de populiste. Le sens commun du public retiendra surtout que ces derniers aiment le peuple, ou à tout le moins sont attentifs à ses humeurs. C'est déjà ça. La définition donnée du populisme par le grand Robert corrobore ce qu'un esprit simple songe de prime abord, importance donnée aux couches populaires de la société. Bon, alors, première étape, on pourrait dire... tout le monde comprend quelque chose à partir de populisme, mais pas forcément du tout la même chose.
D'accord ? En l'occurrence ici, en prenant cette partie de la définition du grand Robert, citée par ce journaliste, importance donnée aux couches populaires de la société, à partir de cette définition, le terme populisme n'a plus aucune connotation péjorative. Poursuivons, il continue en disant la chose suivante: le populisme n'est pas un concept précis de science politique. Bon, c'est une question qu'on peut se poser. Tout le monde parle de populisme, mais que dit la science politique ? Ce n'est pas un concept précis. C'est tout juste si l'historien des idées Pierre Bouretz a déniché le terme popularisme dans un dictionnaire du vocabulaire politique de 1942, qui évoque l'usage contemporain de ce mot, d'échéance du gouvernement populaire, cour basse et servile faite au peuple pour capturer son affection. Donc, cour basse et servile faite au peuple pour capturer son affection, ça correspond assez bien à ce qu'on entend par populisme généralement. Aujourd'hui, je veux dire. En France, aucun mouvement politique ne s'est jamais revendiqué du populisme, donc on va voir tout à l'heure que ça n'est pas toujours le cas, que ce n'est pas toujours vrai. Ailleurs dans le monde, ce terme renvoie à des expériences très hétérogènes, le populisme russe, etc. Passons. Au cours des dernières décennies, les figures du populisme se sont encore plus fortement diversifiées. La montée en puissance en Europe de partis situés à l'extrême droite de l'échiquier politique, mais chevauchant les colères populaires sans référence doctrinale révolutionnaire, a fait naître un nouvel usage de cette terminologie. C'est le philosophe Pierre-André Taguieff qui, le premier, a défini en 1984 le Front National comme national-populiste pour éviter l'étiquette polémique de fasciste. Cette multitude de sens possibles rend forcément peu rigoureux l'usage actuel de l'épithète populiste. À moins que ce soit précisément cette polysémie qui soit à l'origine de son succès dans les joutes politiques. Serge Alimi, le directeur du Monde diplomatique, évoque ici la fonction idéologique de l'amalgame. Traiter quelqu'un de populiste revient ici à l'assimiler aux extrêmes en suggérant plus ou moins lourdement une dangerosité intrinsèque liée aux horreurs du XXe siècle. Un procédé disqualifiant peu subtil mais parfois efficace. Bien. Alors, que nous apprend cette deuxième citation ? Eh bien que on retrouve le sens, disons, usuel du mot populisme, au sens donc de cour servile faite au peuple pour capturer son affection. Mais on a aussi la confirmation d'une multitude de sens qui fait que, au fond, ce qui est en jeu, ce qui semble en jeu dans l'emploi du mot populisme, ça n'est pas tellement l'idée de coller avec une certaine réalité, qu'un acte effectué par le locuteur de disqualification de son interlocuteur. C'est-à-dire que le populisme devient une sorte d'injure, une sorte de façon de disqualifier son adversaire. Bien. Dans ce cas-là, vous voyez, dans le cas de l'insulte, de l'injure, là c'est un cas, c'est pas une insulte vraiment, mais du point de vue linguistique, ça fonctionne d'une manière analogue. La question de savoir si le mot qu'on utilise correspond à la réalité est complètement secondaire. Si quelqu'un vous dit « Ah, toi, tu es vraiment un con », vous n'allez pas vous précipiter sur le dictionnaire pour voir les acceptions du mot « con » et voir si vous entrez dans une des catégories. Ou alors c'est que vraiment vous l'êtes. Donc, la question de l'insulte ou du propos disqualifiant, elle vise non pas tellement dans sa compréhension la compréhension de ce qui est dit par rapport à la réalité, que la compréhension des intentions de la personne qui utilise ce mot. Alors, dernière citation de cet article. Pour l'historien Pierre Rosanvallon, le populisme n'est autre que la réponse simplificatrice et perverse d'une démocratie minée par le désenchantement politique. Le théoricien de la contre-démocratie propose en réponse au simplisme populiste de compliquer la démocratie pour l'accomplir. Donc ici, le populisme est vu comme un simplisme. C'est encore une autre définition. Donc pour répondre au populisme, il faut compliquer la démocratie. Multiplication des formes de contrôle populaire sur les dirigeants, nouvelles procédures interactives, redéfinition du contrat social. C'est en complétant et en perfectionnant la démocratie représentative qu'on ferait reculer la menace populiste. Bon, c'est un avis d'un spécialiste. Mais
Le politologue Laurent Bouvet n'est pas du tout convaincu par cette approche. Cette vision un peu idyllique des choses conduit immanquablement à des frustrations, met à jour le caractère factice, artificiel de ces espaces de discussion. L'agora n'est pas une agora, c'est une simple place du marché avec autour, mais pas au centre, des stands, des agences, des conseils de quartier où l'on peut gueuler, mais où rien ne se passe, rien ne se fait ni ne se décide vraiment. Bon, donc, simplement, sans entrer dans le détail de cette citation, je voulais, avec cet exemple, attirer votre attention sur le fait que des spécialistes eux-mêmes, quand ils se penchent sur les enjeux du mot populisme, ne sont pas d'accord. Bon. Donc, cela prouve, s'il était nécessaire de le prouver, qu'on peut très bien employer des mots avec une certaine intention, sans savoir vraiment si cette intention va fonctionner, et sans savoir forcément ce que le mot signifie précisément. Alors, Jean-Luc Mélenchon a déclaré, il y a déjà pas mal d'années, « Je n'ai plus du tout envie de me défendre de l'accusation de populisme, c'est le dégoût des élites. » Donc là, vous voyez, encore une autre définition. Être populiste, c'est critiquer les élites. « Méritent-elles mieux? Qu'ils s'en aillent tous. J'en appelle à l'énergie du plus grand nombre contre la suffisance des privilégiés. Populiste, moi, j'assume. » Bon, donc là, vous avez un homme politique qui dit « Moi, je suis populiste. » Parce qu'il se sert d'une interprétation particulière de populisme. Donc, vous voyez, avec cet exemple, le genre de cas où qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Comment comprendre exactement quelqu'un qui utilise le mot populisme? Donc ici, je veux dire, compte tenu du flou sémantique qui entoure ce mot, la seule chose, je pense, qu'on puisse faire lorsqu'on est confronté à ce genre de situation, c'est-à-dire à quelqu'un qui a une énonciation qui inclut le mot populisme, c'est s'interroger sur les intentions de la personne qui utilise ce mot. Bien. Alors, passons maintenant. J'ai fait le tour là d'un certain nombre de cas de figure où on peut avoir un problème de compréhension avec des mots lexicaux. Passons maintenant au cas des mots grammaticaux et donc aux situations dans lesquelles on ne comprend pas un mot grammatical. Alors, on y reviendra bien sûr pour complexifier un petit peu cette distinction entre mot lexical et mot grammatical, mais dans la tradition de la grammaire française, les mots grammaticaux sont typiquement, sans vouloir du tout être exhaustif dans l'énumération des sous-catégories, les déterminants, les pronoms, les prépositions et les conjonctions, les déterminants, donc les articles, le, etc., les déterminants possessifs, mon, ton, les déterminants démonstratifs, ce, cette, les déterminants numéraux, un livre, 2 livres, 3 livres, etc., les déterminants indéfinis, plusieurs livres, quelques livres, etc., etc. Les pronoms personnels, il, le, etc., pronoms possessifs, le mien, le tien, pronoms démonstratifs, celui-ci, celui-là, les pronoms indéfinis, plusieurs sont partis, les pronoms relatifs, qui, que, quoi, dont, où, les prépositions à, de, dans des emplois, enfin le à c'est toujours une préposition, mais le de, selon ces emplois on peut discuter, mais si je dis la voiture de mon frère, de est une préposition. Et puis les conjonctions de subordination, donc que qui introduit des subordonnées, par exemple complétives. Je veux que tu partes si je te demande si tu es d'accord parce que, ou la conjonction de coordination est. Bon. Alors, ça vous donne un petit aperçu rapide de l'ensemble de ce qu'on entend par mots grammaticaux. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut trouver des situations dans lesquelles on ne comprendrait pas ce type de mots? Alors, j'ai pris 2 exemples ici. Jeanne a salué Céline quand elle est entrée dans la maison. Qu'est-ce que vous comprenez ici? Oui? Oui. Voilà. Le pronom « elle » est ambigu quant à son référent. Est-ce que quand elle est entrée dans la maison signifie quand Jeanne est entrée dans la maison ou quand Céline est entrée dans la maison? Bien. Donc ici, c'est un problème sur l'interprétation du pronom « elle ». Mais est-ce qu'on peut dire que dans ce cas-là, vous ne comprenez pas le mot « elle »
Ben, bien sûr que non. Vous comprenez très bien ce mot « elle ». Vous le comprenez tellement bien que vous constatez qu'il y a deux façons de l'interpréter. Donc, c'est un problème de compréhension de la phrase, parce que cette phrase possède parce que cette phrase comporte une ambiguïté à un moment de son développement, mais ça n'est pas un problème d'interprétation du pronom lui-même. Deuxième exemple, vous prenez un taxi et vous lui dites « Conduisez-moi à la maison ». Là, le problème que ça pose, c'est le problème de l'emploi du déterminant, en l'occurrence l'article défini. Conduisez-moi à la maison présuppose que la personne à qui vous dites cela sait où vous habitez. Hein. Lorsque vous, évidemment, si vous dites ça à un chauffeur de taxi, il va vous dire « Non mais, je ne sais pas où vous habitez, moi. » Bon. Donc, il va y avoir un problème de compréhension, mais ce problème de compréhension, encore une fois, ne vient pas du fait que le chauffeur de taxi ne va pas comprendre le mot « là ». Il va refuser le présupposé qu'il y a dans l'emploi de ce déterminant. C'est un emploi particulier de l'article défini, à la maison, ou disons, pour le dire simplement, que vous ne pouvez utiliser cette expression « à la maison » qu'avec des personnes qui savent où est votre maison, des personnes suffisamment familières, etc. Bien. Donc, encore une fois, ça n'est pas un problème concernant la compréhension d'un mot grammatical. Donc, finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de situation dans lesquelles on ne comprend pas un mot grammatical. À la différence des mots lexicaux qui peuvent effectivement, et on a vu un aperçu de quelques cas, à la différence des mots lexicaux qui peuvent poser des problèmes de compréhension, les mots grammaticaux, eux, ne posent jamais de problème de compréhension. Alors, quelques points de bilan sur cette distinction entre sens lexical et sens grammatical à l'égard de la question de la compréhension. Donc, on a vu que la question du sens lexical n'est pas du même ordre que celle du sens grammatical. Le sens grammatical ne pose pas de problème de compréhension. Alors, évidemment, hormis le cas de l'apprentissage des langues étrangères, peut-être il peut se trouver effectivement que lorsque vous apprenez une langue étrangère, vous ne maîtrisiez pas complètement l'emploi de certaines prépositions, conjonctions, etc. Bon, mais c'est quand même un cas un peu particulier. Mais si on... Oui. Est-ce que vous pensez de l'exemple où l'horizon culturel nous empêche de comprendre un mot grammatical, par exemple dans le poème de Rimbaud où il dit « Je me suis baigné dans le poème ». Ah oui. Le dans, ici, a un jeu de problématique, parce que se baigner dans un poème, a priori, c'est pas évident. Oui, sauf que le texte dit « Je me suis baigné dans le poème de la mer ». Et ce qui est ambigu, c'est le poème de la mer. Est-ce que c'est que la mer est un poème ou est-ce que c'est que le poème est une mer, voyez. Dans ce cas-là, je ne sais pas tellement... Il y a sans doute, oui, vous avez raison, il y a une sorte de phénomène culturel qui vient du fait que ce type de structure est commun ce genre de structure se rencontre assez fréquemment dans les textes poétiques. Donc, effectivement, quelqu'un qui a cette culture poétique générale, même s'il n'a pas jamais rencontré ce texte auparavant, aura moins de difficultés de compréhension que quelqu'un d'autre. Mais en l'occurrence ici, vous voyez que je pense que ça n'est pas tant le mot grammatical « dans » qui va poser problème que l'interprétation de ce qui suit, le poème de la mer. Mais merci pour cet exemple qui effectivement... Bon, on pourrait réfléchir à « dans » mais est-ce que c'est si problématique? Est-ce que vous ne dites pas « je me suis plongé dans un livre » ? Si, mais bon, c'est plus évident parce que c'est quelque chose qu'on dit plus couramment, en fait. Alors, dans le poème, c'est pas quelque chose. Oui, non mais je veux dire qu'il y a des emplois de la préposition, il y a très souvent, à partir des prépositions, même des prépositions spatiales, dans, sur, etc.,
il y a toutes sortes d'emplois élargis en quelque sorte, hein, qui sont très bien compris assez spontanément. Encore une fois, pour un locuteur natif, hein, parce que effectivement, je ne suis pas sûr que se plonger dans un livre, qu'on puisse le dire dans toutes les langues, vous voyez, par exemple. Enfin, c'est même presque certain qu'on ne peut pas le dire dans toutes les langues. Mais bon, le problème que vous posez nous amène aussi à la question du rapport entre les mots grammaticaux et les mots lexicaux, parce que avec dans, comme il y a c'est une dimension d'espace, etc., on a quelque chose d'un peu plus lexical que de, vous voyez, ou à. Bon, bref. Donc, d'une manière générale, sauf si on cherche vraiment des cas très très spéciaux, on peut avoir un problème avec les mots lexicaux pour la compréhension, mais en général pas avec les mots grammaticaux. Bon. Une remarque, donc ça veut dire que l'analyse du sens lexical, c'est un problème qui concerne à la fois les linguistes qui vont faire des théories sur le sens lexical, mais ça concerne aussi tout locuteur d'une langue, hein, qui va se confronter à des problèmes de compréhension relatifs au sens lexical, alors que le problème du sens grammatical, c'est un problème purement métalinguistique. C'est un problème de linguiste. Hein. Ce n'est pas un problème de locuteur. Vous voyez ? C'est pour cette raison que je dis que l'analyse du sens grammatical, c'est seulement une question métalinguistique. Vous allez discuter avec des gens sur le sens des mots. Hein. Ah oui, tu dis populisme, mais qu'est-ce que tu entends exactement par là, etc. Mais vous allez très rarement discuter sur le sens de le, un, etc. Bon. Ou alors, ça va être autre chose qui va être en jeu. Bien, alors une petite remarque, oui, avant de passer au deuxième point. Quand on parle de sens grammatical, pour l'instant, j'ai simplement dit qu'il s'agissait des mots grammaticaux, mais au fond, ce qui est grammatical dans une langue, ce sont parfois des structures, pas seulement des mots, hein, des structures, des constructions, etc. Bien, on y reviendra peut-être plus tard. Alors, dans le cas du sens lexical, on a vu qu'il y a plusieurs situations qui peuvent être distinguées et qui ne se trouvent pas dans le cas des mots grammaticaux. Soit on ne comprend pas le mot lui-même, alors bon, je mets de côté le cas de la langue étrangère, mais on a vu le cas du langage technique, du jargon social, par exemple de l'argot, c'était l'exemple du SMS. Bon, et à partir de là, il y a aussi deux situations, soit c'est un problème de communication, soit la maîtrise du mot permet d'élargir ses connaissances. Hein. Donc on a vu que, par exemple, avec agrammatisme, bon, apprendre ce que signifie agrammatisme, ça peut être une partie d'un cours de neurolinguistique. Bien. Deuxième cas de figure, on ne comprend pas pourquoi le mot est utilisé dans tel ou tel contexte. Bon, c'était l'exemple qu'on a vu avec « Je suis fier de toi ». Un autre exemple du même genre, ça va être des choses du genre « Je ne comprends pas pourquoi tu dis que je suis inquiète ». Peut-être là aussi, c'est le contexte de l'emploi du mot « inquiet » qui va être à discuter, mais pas le sens du mot lui-même. Soit l'emploi du mot est problématique et on ne sait pas exactement comment le comprendre. Alors, je n'ai pas rappelé ici le cas du mot « ennui », hein, qui a changé de sens au fil du temps et qui, du coup, peut poser un problème de compréhension dans le contexte, ou tout au moins une mécompréhension. Et c'est le cas que j'ai illustré avec populisme, mais on pourrait discuter un peu de la même façon autour de totalitarisme, fascisme, etc. Il y a une époque, le terme fascisme, fasciste était beaucoup utilisé, avec un sens évidemment extrêmement flou. Bref. Alors, cette constatation, je vous le dis au passage, que ne fait aucun manuel de sémantique habituellement, hein, entre le fait que la question du sens pour les mots lexicaux en termes de compréhension, se pose d'une façon complètement différente dans le cas des mots grammaticaux, hein, puisqu'il n'y a pas de problème vraiment de compréhension dans les mots grammaticaux, c'est quand même une justification de la distinction entre d'un côté la sémantique lexicale et de l'autre côté la sémantique grammaticale.
dire qu'il n'y a pas de problème dans la compréhension des mots grammaticaux, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sens. Mais ça veut dire que le concept de compréhension ne capture qu'une certaine partie du sens. Bien, au passage, dire qu'on fait une distinction entre sémantique lexicale et sémantique grammaticale, ça n'est pas du tout la même chose que de dire qu'on fait une distinction entre sémantique et syntaxe. Hein. Parce que vous pourriez avoir l'impression qu'il y a une équivalence entre sémantique lexicale et sémantique tout court, et puis sémantique grammaticale et syntaxe, puisque ça a à voir avec la grammaire. Mais quand, dans certaines théories linguistiques, on sépare la sémantique et la syntaxe, c'est pour dire que dans la syntaxe, il n'y a pas du tout de sens à proprement parler, c'est que de la manipulation. Hein. Alors que, ici, ce que je pose, c'est qu'il y a bien un sens dans les procédures grammaticales, hein, une sémantique d'un certain genre qui n'est pas adéquate à la notion de compréhension, mais qui existe quand même. Mais en tout cas, ce que je voulais montrer, en particulier ici, c'était donc la différence très nette entre le cas des mots grammaticaux et le cas des mots lexicaux. Alors, parlons maintenant du cas des phrases. Alors, j'exclus d'abord le cas où la non-compréhension de la phrase provient de la non-compréhension d'un mot de la phrase, puisque ça nous renvoie au cas précédent. Alors, il faut là introduire une notion sur laquelle je reviendrai sans doute, parce que c'est une notion importante en sémantique, c'est la notion de compositionnalité qu'on doit à un mathématicien, un philosophe, logicien allemand, Gottlob Frege. Et cette notion de compositionnalité dit la chose suivante: le sens ou la signification d'une phrase est une fonction du sens des mots qui la composent et des relations syntaxiques qu'ils entretiennent. Autrement dit, puisque les phrases possèdent cette propriété de compositionnalité, si je comprends le sens des mots de la phrase, et si je maîtrise la syntaxe de la langue considérée, ben je comprends nécessairement la phrase. Vous voyez ? Si je comprends, on peut le dire dans les deux sens, si vous comprenez les mots utilisés et que vous maîtrisez la syntaxe de la langue considérée, vous comprenez forcément la phrase dans laquelle ces mots sont utilisés. Et dans l'autre sens, si vous lisez une phrase, vous la comprenez à condition que vous maîtrisiez la syntaxe et le sens des mots considérés. Donc, on laisse ce cas de côté, le cas où la compréhension de la phrase est bloquée par une non-compréhension d'un mot, puisque ce problème est réglé par un problème de compositionnalité. La non-compréhension de la phrase vient simplement de la non-compréhension d'un mot. Bon. J'exclus aussi le cas des phrases à l'intérieur d'un texte, puisque là, ça va être en général le problème de la compréhension du texte qui est en jeu. Bon, je laisse aussi le cas un peu marginal des phrases qui peuvent être difficiles à comprendre parce qu'elles sont très longues. Alors, ce n'est pas un problème secondaire du point de vue, si vous voulez, neuropsychologique, hein, c'est-à-dire que le fait de lire une phrase très longue, c'est réellement difficile parce que ça suppose une sorte de mémoire de travail, une très bonne maîtrise de la langue, etc. Il faut prendre son temps, lire à plusieurs reprises, mais ça ne pose pas de problème technique particulier. Juste la phrase est longue et simplement si à l'intérieur il n'y a pas un autre problème que celui de la longueur, ça ne pose pas un problème théorique particulier pour le linguiste. Alors, je vous ai donné un exemple de la phrase, une des phrases réputées les plus longues possibles, mais on peut toujours la rallonger. Hein. C'est une phrase de 856 mots qui est dans Sodome et Gomorrhe de Proust. Hein. Alors voilà, c'est ça la phrase. Ouais, c'est quand même. Alors on peut la rallonger encore. Hein. On peut faire une phrase en disant Proust dit que, etc. Et quelqu'un a dit que Proust avait dit qu'on peut toujours rallonger la phrase. Donc il y a quelque chose d'infini, de récursif là-dedans. Alors, je vais donc m'intéresser au cas particulier de ce que Mingnaud appelle les phrases sans texte. Alors, j'ai cité tout à l'heure Franck Neveu, là je cite un autre des collègues de la Sorbonne,
Dominique Magnaud, que vous connaissez sans doute parce qu'il est l'auteur de manuels très bien diffusés. Alors, il a écrit un livre il y a quelque temps, il a publié aussi un article que je vous donne ici. Je vous le mettrai en ligne, mais vous pouvez le trouver vous-même facilement. Donc, il appelle phrase sans texte l'ensemble des phrases qui fonctionnent indépendamment du texte. Alors, dans la liste, il y a les sentences, les slogans, les proverbes, ce qu'on appelle les petites phrases, parfois dans la vie politique, les formules, les maximes, un titre dans la presse. Bon. Et si vous voulez, c'est intéressant parce que, si vous voulez, c'est typiquement le genre de cas où on se situe. Si on veut bien séparer les choses dans l'analyse de la compréhension, bon, on a vu la question de la compréhension des mots, grammaticaux ou lexicaux, on verra après la compréhension des textes, mais si on veut réfléchir à la compréhension d'une phrase, et que ce ne soit pas contaminé par le problème de la compréhension du texte, il faut bien considérer le cas de la phrase sans texte. Et cette notion de phrase sans texte, introduite donc par Magnaud, elle permet de regrouper toutes sortes de cas de figure assez différents au demeurant, mais qui ont quand même cette propriété d'être une phrase qui se comprend indépendamment, plus ou moins indépendamment d'un texte, selon qu'elle est détachée par nature ou détachée d'un texte. Bien. Alors, c'est un cas de figure important, non seulement parce qu'il est fréquent, très fréquent, depuis longtemps, c'est pas un phénomène non plus uniquement récent, dû par exemple à l'usage du tweet ou je ne sais quoi. C'est un phénomène important parce qu'il est courant, mais aussi parce que il est une sorte de réponse aux personnes aux certains théoriciens qui considèrent que la question du sens ne se pose qu'au niveau du texte. En fait, elle se pose aussi quand même au niveau de la phrase. Magnaud distingue deux types d'énonciation. Donc l'énonciation textualisante qui aboutit à un texte, et puis l'énonciation qu'il appelle aphorisante. Alors soit on a une énonciation aphorisante détachée par nature, par exemple le proverbe, ou bien lorsqu'elle est détachée d'un texte. Et quand elle est détachée d'un texte, il distingue deux types d'aphorisation, aphorisation forte ou aphorisation faible. L'aphorisation faible, c'est lorsque le cas où la phrase détachée du texte reste très près du texte, par exemple un titre de presse. Et puis l'aphorisation forte, c'est lorsqu'une phrase d'un texte est détachée et vit sa propre vie d'une manière totalement indépendante du texte. Alors, prenons donc quelques exemples. Et encore une fois, notre fil directeur, ça va être dans quel cas on a des problèmes de compréhension. Sachant que, a priori, on ne doit pas avoir de problème de compréhension de mots, ce ne doit pas être un problème dû à la longueur de la phrase, etc. Bien. Alors, je vous donne des exemples de proverbes que j'ai trouvés, des proverbes africains. Je ne vais pas préciser de quel pays d'Afrique ils viennent, ces proverbes, mais bon, peu importe. Alors, quelle interprétation vous donneriez au premier ? Même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Alors, j'ai pris volontairement des proverbes, oui ? Ah, je croyais que... Non, vous aviez une hypothèse. Évidemment, je n'ai pas pris des proverbes du type chat échaudé craint l'eau froide, que tout le monde connaît, évidemment. Les proverbes en usage dans notre culture, c'est trop facile. Mais ces proverbes-là, que vous trouvez partout sur Internet, vous pouvez essayer, vous les trouverez. Est-ce que quelqu'un... Oui ? Ouais. Ah ouais, c'est un peu l'idée. On va voir ça. Bon, et vous remarquerez que vous ne voyez pas bien dans quelle situation vous utiliseriez cette phrase, ou bien vous ne comprendriez pas forcément pourquoi une personne utilise cette phrase, alors que vous comprenez chaque mot de la phrase, et qu'il n'y a pas de problème syntaxique particulier là. Donc là, c'est un problème de savoir à quelle catégorie de situation ce proverbe s'applique.
quelle que soit la colère du cafard, la poule finit toujours par picorer. Alors, est-ce que vous pouvez deviner là? Oui? Ouais. Et enfin, accroche ton sac là où tu pourras le décrocher. C'est peut-être plus facile, ça. Oui? Ouais. Alors voici les interprétations qui sont données sur Internet. Hein. Alors la première est un peu curieuse, mais j'ai vérifié, c'est l'interprétation générale de ça. Même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. La laideur féminine n'existe pas en amour. C'est vraiment la formule qui est utilisée partout. Alors, sans vouloir insister, je crains que cette paraphrase soit une paraphrase très polie pour une interprétation beaucoup plus vulgaire qu'on pourrait penser. Mais enfin bref, n'insistons pas, on voit à peu près l'idée. Hein. Quelle que soit la colère du cafard, la poule finit toujours par picorer. Quoi qu'il puisse se passer dans ton environnement, ta vie suivra toujours son cours. Bon, c'est à peu près ce que vous aviez dit. Accroche ton sac là où tu pourras le décrocher. Ne te mets pas dans des situations compliquées, voire irréversibles. C'est à peu près ce que vous aviez dit. Donc, vous voyez qu'on se retrouve dans des situations où on n'est pas sûr, mais on peut quand même deviner le sens du mot. Donc, au fond, on n'est pas si loin des situations de agrammatisme, de chante ta... C'était quoi, chante... Hein? Chanter son mal, voilà, c'était ça. Chanter son mal, bon, où on a des emplois peu usuels, mais qui ont quand même une certaine motivation, qu'on peut quand même un peu deviner. Mais n'empêche que là, vous voyez, c'est clair qu'on a besoin de référents culturels pour comprendre, et tout au moins, on a besoin d'avoir un certain nombre de catégories. Deuxième série d'exemples. Quel son produit le claquement d'une seule main? Quel était votre visage avant la naissance de vos parents? Est-ce que vous comprenez ces phrases? Bon, alors oui, on comprend, mais on ne comprend pas, si on veut, pourquoi la personne pose cette question. Hein. Alors, ce sont des cas très particuliers qui correspondent dans la culture japonaise à ce qu'on appelle le Koan-zen, qui s'explique de la façon suivante. Là, je vous ai donné un extrait d'un article sur le sujet. À la différence du zazen, la forme méditative du zen la plus connue, qui cherche à annihiler le rapport aux choses terrestres par le retrait dans la méditation, le Koan-zen choisit d'emprunter aux choses terrestres pour mieux en libérer l'esprit. Le Koan-zen, en effet, se caractérise par son recours au langage en des phrases qui ne font pas sens, du type « qu'est-ce que la voix ?» Oui. Autrement dit, les devinettes et autres historiettes absurdes que propose le Koan-zen à ses pratiquants utilisent le signe, mais pour mieux le démystifier et défaire tous les liens qui le rattachent au sens. Il s'agit de dérouter non pas tant pour révéler l'absurdité ou le vide de toute pensée langagière, mais surtout pour bouleverser l'esprit dans son carcan de signification, dans le but de l'amener à accéder au non-moi, à la non-pensée, qui sont autant de définitions négatives de l'illumination bouddhiste. Bien. Alors, vous voyez que là, on est dans un cas un peu particulier qui est là aussi très culturellement marqué. Bien, alors, je crois que je vais être obligé de m'arrêter sur ce cas de figure parce qu'il est déjà moins 10 et j'avais promis de laisser un peu de temps pour des questions. Donc, je reprendrai la semaine prochaine à partir donc du cas des phrases. Hein. On reprendra cela plus calmement. En attendant, il reste 5 minutes si vous avez des questions.